Merci d'être venus si nombreux pour cette projection qui s'inscrit dans le cadre de la rétrospective qu'on consacre depuis mercredi dernier à Richard Quine, voilà, cinéaste sans doute trop peu connu, je trouve, de la cinéphilie française. Vous allez voir ou revoir Du plomb pour l'inspecteur, Pushover, film de 1954. Et à l'issue de la projection, j'aurai le plaisir de discuter, et vous aussi, vous aurez le plaisir de discuter avec Serge Chauvin, qui est enseignant, critique de cinéma, historien du cinéma, grand spécialiste du cinéma hollywoodien, américain et du film noir, bref, tout ça. Et on parlera de ce très beau film qui est Pushover, Du plomb pour l'inspecteur. C'est un film qui est à la fois relève d'un genre, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est les écarts qu'il fait avec les conventions du film noir. Et puis, c'est aussi un film qui nous raconte derrière les images une histoire privée, personnelle, celle des rapports entre un cinéaste et son actrice. Voilà, Serge Chauvin. Bonjour, merci. Merci de votre passage. Merci de votre présence. Bon, je vais en dire le moins possible sur le film, bien sûr, pour vous laisser le découvrir ou redécouvrir. Juste pour dire que la rétrospective s'est ouverte sur la veine la plus légère, la plus allègre de Quine. Et ici, on a affaire non seulement à son premier grand film, mais à l'inauguration de sa veine, au contraire, la plus grave, et qui va se poursuivre notamment avec Liaison secrète, dans un genre différent. Et film important à plus d'un titre, non seulement effectivement dans l'évolution du film noir, mais c'est bien sûr aussi l'émergence fulgurante de l'actrice qui, par excellence, va inspirer à Quine ses plus beaux films, à savoir Kim Novak. Et autour de cet argument criminel, c'est aussi l'occasion pour lui de proposer une réflexion profonde et sur les rapports entre les hommes et les femmes dans la société de son époque, et sur aussi, et ça devient une question de mise en scène, la question des lieux, la question de l'habitat, la question du voisinage, de la coexistence, etc. Je n'en dis pas plus, je vous laisse savourer le film. À tout à l'heure, merci. Merci Serge. Un petit mot encore, vous allez voir une copie 35 mm, un peu fatiguée, voilà, elle est un peu rayée. Je pense que c'est la même copie que celle que j'avais vue quand j'ai découvert le film au début des années 80 dans les salles Action. Donc c'est vous dire qu'elle a sans doute un peu tourné, donc toutes nos excuses pour ce petit inconvénient. Si on vous montre cette copie, c'est qu'on n'en a pas trouvé de meilleure. Et puis vous verrez que de toute façon, au bout d'un moment, vous oublierez l'état de la copie parce que vous serez plongé dans ce très beau film. Voilà, bonne projection. Bon, je sais pas, ça vous a plu? Bon. Qui le voyait pour la première fois? Ouais, bien. Serge, peut-être pour commencer à parler du film, en général, ce qu'on fait, c'est d'où vient le film, quoi. C'est-à-dire quel a été le matériau de base, pourquoi est-ce que Richard Quine s'est trouvé à réaliser ce film-là. Je crois qu'il avait fait juste avant un autre film noir, un petit film pas mal avec Mickey Rooney qui s'appelait Drive a Crooked Way, Le destin est au tournant. Qui était aussi une sorte de femme fatale, je crois. Il avait rencontré une fille qui c'était un champion de l'automobile. Enfin, il savait conduire des voitures et il était manipulé par une fille pour commettre des méfaits. Et puis après, Quine se trouve à réaliser ce film-là. Alors à l'origine, c'est un scénario, c'est un scénario qui est signé Roy Huggins, mais avant le scénario, on a l'impression d'après ce que j'ai lu, il y a beaucoup de sources en fait de ce scénario. Oui, alors après, on manque parfois d'éléments tangibles autour de ça. Disons que, déjà, il faut replacer Quine dans le contexte d'un cinéaste sous contrat, donc pas n'importe quel studio, mais la Columbia, qui est à la fois, l'autre jour je disais, le moins nanti et le plus économe, on peut même dire le plus fauché et le plus radin des grands studios, mais, et donc où il est, qui est
dirigé par le tyrannique Harry Cohn et qui est un studio un petit peu opportuniste, qui travaille surtout sur des petits budgets, qui jusqu'à présent n'a réalisé que des comédies éventuellement musicales à tout petit budget, mais où il avait une certaine liberté dans ses limites. Et puis, en fait, il est un peu tributaire de la politique du studio, et il se trouve qu'un genre que la Columbia pratique depuis la fin des années 40, c'est le film noir, dans une veine d'ailleurs un peu nouvelle qui est liée à l'époque, ça on y reviendra, mais un des intérêts de ce genre, c'est son côté très économique et très ramassé, très contemporain, et aussi parce qu'on est à une période où se développe le goût des tournages en extérieur, en décor réel. Et c'est justement ce qui se passe pour Le Destin est au tournant, donc Drive a Crooked Road, son film précédent, le premier de ces 2 films noirs, avec Mickey Rooney, parce que donc c'est l'un des principaux intérêts du film pour Quine, c'est l'usage des extérieurs réels. Il disait même dans un entretien au début des années 60 pour les Cahiers du cinéma que pour lui ça préfigurait la nouvelle vague. Il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a une sorte de goût pour les lieux réels qu'on retrouve partiellement ici, bien sûr. Après, c'est un argument. Le destin est au tournant, même si ça semblait annoncer un petit peu, justement, avec l'idée du coureur automobile engagé pour un hold-up, ce que fera Don Siegel dans Un bout portant, son remake des Tueurs quelques années plus tard. On restait dans une histoire assez conventionnelle, effectivement, de petit bonhomme innocent, ingénu, un peu naïf, berné par une femme fatale. Ici, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Cohen va retravailler ce motif-là. Alors après, il y a effectivement plusieurs sources. Il y a au moins 2 nouvelles de 2 auteurs différents à l'origine du projet. Thomas Walsh et Bill Ballinger. Ballinger, absolument. The Night Watch pour Thomas Walsh et Rafferty pour Bill Ballinger. J'avoue n'avoir jamais eu l'occasion de lire ces nouvelles-là. Mais c'est un court roman, c'est pas des nouvelles. Parce qu'il y en a un qui est paru en série noire. D'accord. Mais en tout cas, donc tout ça est retravaillé par Roy Huggins, qui est un scénariste qui a notamment travaillé dans le film noir, qui plus tard créera des séries télé comme Le Fugitif, et qui a aussi d'ailleurs, de façon très intéressante, réalisé un unique film, un western qui s'appelle Le Relais de l'or maudit, où, de la même manière, qui pose les enjeux moraux de ce qu'on fait d'un argent sale, mais qui en même temps n'appartient à personne. Enfin, un butin de guerre quand la guerre est finie. Et c'est quelque chose d'assez intriguant. Et puis, bien sûr, il y a une matrice très évidente pour ce film. Là aussi, et ça a une dimension un petit peu à la fois opportuniste et référentielle, c'est Assurance sur la mort de Bill Wilder. C'est-à-dire que c'est en gros le film qui, 10 ans plus tôt exactement, en 1944, qui est vraiment l'année inaugurale du film noir, a fixé les archétypes du film noir sous sa forme la plus pure, je dirais de manière thématique, de manière morale, de manière narrative et de manière esthétique. Et évidemment, non seulement ça y ressemble, l'histoire, mais c'est d'autant plus flagrant, et bien sûr, quoi, il en est très conscient, qu'on retrouve le même acteur, à savoir Fred MacMurray. Et donc, là, qui a presque valeur de citation ambulante, donc qui joue ici, bien sûr, le rôle de Paul. Et donc, c'est la matrice. Et du coup, ce qui est intéressant, bien sûr, dans le rapport d'un film à l'autre, c'est presque, disons, tout ce qui fait un remake intelligent et inventif, c'est-à-dire de voir ce que, par rapport à l'original, ce que Quine conserve, ce qu'il actualise, ce qu'il infléchit, ce qu'il modifie, voire ce qu'il inverse purement et simplement. Là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait passionnant, et ça joue à la fois sur le principe de narration, et bien sûr sur les rapports entre les personnages, sur le statut des personnages, notamment leur statut moral, mais pas seulement, et bien sûr sur la
représentation de l'héroïne en particulier. Alors je ne sais pas, on peut peut-être d'ailleurs passer tout de suite ou comme tu veux. C'est toi qui mets les balles, donc vas-y. Donc du coup, c'est intéressant de revoir la première rencontre des protagonistes d'Assurance sur la mort qui arrive très tôt dans le film. Alors je ne sais pas qui n'a jamais vu Assurance sur la mort. Tout le monde l'a vu? Non, presque. Mais enfin, de toute façon, ça va être le début. Je ne vais pas divulgacher grand-chose, parce qu'évidemment, une des grandes audaces de Billy Wilder en 1944, c'est de vendre la mèche tout de suite. C'est-à-dire que le film s'ouvre dans une scène nocturne paroxystique, mais qui mène à quoi? Aux aveux immédiats du héros déchu et blessé, et donc on connaît d'emblée non seulement la victime, mais l'identité de la victime, mais l'identité du coupable et le mobile du crime. Et le mobile, c'est quoi? Nous dit-il dans des aveux qu'il enregistre au dictaphone pour son collègue, mentor et ami. Il dit, voilà, c'est moi qui ai tué Dietrichson, je l'ai tué pour de l'argent et je l'ai tué pour une femme, et j'ai pas eu l'argent, j'ai pas eu la femme. Et là-dessus, voilà, au bout de 5 minutes, débouche le début du flashback. On passe du nocturne au diurne et il va nous expliquer l'origine de sa chute. Donc voilà, je pense qu'on peut regarder cet extrait tout de suite. Merci. It all began last May. Around the end of May it was. I'd been out to Glendale to deliver a policy on some dairy trucks. On the way back, I remembered this auto renewal near Los Feliz Boulevard, so I drove over there. It was one of those California Spanish houses everyone was nuts about 10 or 15 years ago. This one must have cost somebody about $30,000. That is, if he ever finished paying for it. Is Mr. Dietrichson in? Who wants to see him? My name is Neff, Walter Neff. If you're selling something. Look, it's Mr. Dietrichson I want to talk to for an Stop magazine subscription. Listen, Mr. Dietrichson is not in. How soon do you expect him? He'll be home when he gets here, if that's any help to you. What is it, Nettie? Who is it? It's for Mr. Dietrichson. I'm Mrs. Dietrichson. What is it? How do you do, Mr. Dietrichson? I'm Walter Neff, Pacific All Risk. Pacific All what? The Pacific All Risk Insurance Company. It's about some renewals on the automobiles. I've been trying to contact your husband for the past 2 weeks, but he's never in his office. Is there anything I can do? The insurance ran out on the 15th. I'd hate to think of you having a smashed fender or something while you're not fully covered. Perhaps I know what you mean, Mr. Neff. I've just been taking a sunbath. No pigeons around, I hope. Now, about those policies, Mr. Dietrichson, I hate to take up your time. Oh, that's all right. If you wait till I put something on, I'll be right down. Nettie, show Mr. Neff into the living room. Where would the living room be? In there, but they keep the liquor locked up. So now let's carry my own keys. The living room was still stuffy from last night's cigars. The windows were closed and the sunshine coming in through the Venetian blind showed up the dust in the air. On the piano in a couple of fancy frames were Mr. Dietrichson and Lola, his daughter by his first wife. They had a bowl of those little red goldfish on the table behind the big Davenport. But to tell you the truth, Keys, I wasn't a whole lot interested in goldfish right then. Or in auto renewals or in Mr. Dietrichson and his daughter Lola. I was thinking about that dame upstairs and the way she had looked at me. And I wanted to see her again, close. Without that silly staircase between us. I wasn't long, was I? Not at all, Mrs. Dietrichson. Hope I've got my face on straight. Perfect for my money. Neff is the name, isn't it? Yeah, 2 F's, like in Philadelphia. You know the story. What story? Philadelphia story. First we sit down and you tell me about the insurance. My husband never tells me anything. I was on your 2 cars, the LaSalle and the Plymouth. We've been handling this insurance for Mr. Dietrichson for 3 years, and we'd hate to see the policies lapse. It's a honey of an anklet you're wearing, Mr. Dietrichson. As I was saying, we'd hate to see the policies lapse. Of course, we give them 30 days. That's all we're allowed to give. I guess he's been too busy down at Long Beach in the oil field. Couldn't I catch him at home some evening for a few minutes? I suppose so, but he's never home much before 8. That's fine with me. You're not connected with the Automobile Club, are you? No, the all risk, Mr. Dietrichson. Why? Somebody from the Automobile Club has been trying to get him. Did they have a better rate? If your husband's a member.
No, he isn't. Well, then he'd have to join the club and pay the membership fee to start with. I never knocked the other fellow's merchandise, Mr. Dietrichson. The automobile club's fine. I can do just as well for you, though. I have a very attractive policy here. Wouldn't take me 2 minutes to put it in front of your husband. For instance, we're writing a new kind of 50% retention feature in the collision coverage. You're a smart insurance man, aren't you, Mr. Neff? Well, I've been at it 11 years. Doing pretty well? It's a living. You handle just automobile insurance or all kinds? All kinds. Fire, earthquake, theft, public liability, group insurance, industrial stuff, and so on, right down the line. Accident insurance? Accident insurance? Sure, Mrs. Dietrichson. Wish you tell me what's engraved in that anthem. Just my name. As for instance? Taylor. Well, listen. I think I like that. But you're not sure. I have to drive it around the block a couple of times. Mr. Neff, why don't you drop by tomorrow evening around 8:30? He'll be in then. Who? My husband. You were anxious to talk to him, weren't you? Yeah, I was, but I'm sort of getting over the idea, if you know what I mean. There's a speed limit in this state, Mr. Neff. 45 miles an hour. How fast is that going, officer? I'd say around 90. Suppose you get down off your motorcycle and give me a ticket. Suppose I let you over the warning this time. Suppose it doesn't take. Suppose I have to whack you over the knuckles. Suppose I bust out crying and put my head in your shoulder. Suppose you try putting it on my husband's shoulder. That tears it. 8:30 tomorrow evening, then. That's what I suggested. You'll be here, too? I guess so, I usually am. Same chair, same perfume, same anklet? I wonder if I know what you mean. I wonder if you wonder. It was a hot afternoon, and I can still remember the smell of honeysuckle all along that street. How could I have known that murder can sometimes smell like honeysuckle? Maybe you would have known, Keys, the minute she mentioned accident insurance. But I didn't. I felt like a million. I went back to the office to see if I had any mail. Alors, justement, parce que ça fait évidemment penser à la généalogie littéraire d'abord du film. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, les 2 romans de Walsh et Ballinger ont été transformés en feuilletons pour le Saturday Evening Post par 2 scénaristes, dont un était Stanley Helling, donc autre écrivain de romans noirs, et c'est un producteur, celui qui a lancé comme producteur associé, Philip Waxman, qui avait acheté les droits de ces trucs, et qui les a revendus à la Columbia, en fait. Et Shermer, le producteur de la Columbia qui produisait le film, n'aimait pas la fin, et donc il a changé tout le... Enfin, il aurait changé la fin du premier scénario d'Huggins, donc toute la fin du film ne serait pas d'Huggins, qui lui était tellement furieux qu'il a dit « ils ont détruit mon scénario ». Et tout ça pour parler de la généalogie littéraire, près du contexte culturel dans lequel ces films sont nés. Et là, en plus, là, c'est James Cain, je crois, qui a écrit sur la mort. Et là, ça sentait le chèvrefeuille, la voix off, le narrateur. C'est du Chandler, quoi. Enfin, Oui, Chandler a co-adapté le roman de Cain avec Wilder, même si ça a été très conflictuel. On sent évidemment la prose de Chandler et son mauvais jeu de mots de Cain est beaucoup moins fleuri, quoi, beaucoup plus cru. Mais en tout cas, je suis pas venu pour rien. J'ai appris plein de choses. Mais disons que, comment dire, voir cette scène-là, célébrissime, enfin que tout le monde a encore en tête 10 ans après, quand Quine fait Pushover, on voit tout de suite quel est le modèle auquel se confronter et quoi faire de différent ou quoi garder. Et en fait, évidemment, chez Wilder, d'abord, c'est le premier film qui réunit justement, enfin qui combine tout ce qui va devenir des archétypes du film noir. Et d'autre part, évidemment, il y a une sorte de génie du casting parce que Fred MacMurray à l'époque, c'est vraiment, c'est le contre-emploi par excellence. C'est-à-dire vraiment c'est un acteur de comédie légère, un jeune premier plutôt qu'une star, partenaire de stars comme Claudette Colbert, etc., qui joue essentiellement dans des comédies. Et donc c'est le brave type, sympathique, pas très malin non plus. Et ici on voit à la fois aussi le dragueur navrant, donc au jeu de mots à 2 balles, etc. Enfin je veux dire, il fait peine à voir, quoi. Mais disons voilà, c'est l'américain ordinaire, si vous voulez, qui va évidemment tomber, va être la proie rêvée
pour cette espèce de femme araignée, presque de parodie de femme fatale, qui est jouée par l'immense star, qui est Barbara Stanwyck. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la manière dont Wilder joue sur l'archétype de la femme fatale. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une dimension presque mythologique, et plus tard d'ailleurs, il sera question des parcs de la mythologie grecque, etc., qui mènent le héros à sa perte, mais il y a cette dimension de destin, évidemment, irréparable, irrévocable, puisque quand il raconte l'histoire, elle est arrivée à son terme, et au bout de sa déchéance, mais donc il y a cette espèce, elle apparaît comme une espèce de parodie de déesse grecque, si vous voulez. Donc dans sa blancheur exagérée, c'est aussi la marâtre de contes de fées. À la place elle ne figure pas sur les photos de la famille, elle est remplacée par une statue, etc. Et en même temps, c'est une femme au foyer de la classe moyenne qui s'ennuie. Elle est presque nue. Ouais, mais c'est aussi simplement une femme au foyer qui bronzait sur sa terrasse et qui porte une atroce perruque blonde. Donc il y a aussi cette espèce de manière de saper le mythe, et c'est intéressant, il change son nom pour qu'elle s'appelle Dietrichson, donc rappelle de Marlène Dietrich inévitablement. Dans le roman, elle ne s'appelle pas comme ça. Donc il y a vraiment le jeu sur ces archétypes-là. Et puis, c'est-à-dire le mélange de mythologie du destin et incarné par la vampe, donc poussé à l'extrême, et puis, inversement, des notations tout à fait naturalistes. Ça vient aussi de Keynes, c'est le point de vue de l'agent d'assurance qui sait estimer une maison, voilà, toutes ces dimensions, cette dimension assez prosaïque, la question de l'argent, etc. Les deux coexistent, c'est-à-dire que même de façon diurne, cette maison à l'extérieur duquel les enfants jouent au baseball devient une cage, voilà, ou une toile d'araignée. Donc on a vraiment cette dimension-là. Et il me semble que, Quine va garder les notations réalistes, sans forcément les pousser jusqu'au naturalisme d'ailleurs, ça ne parle pas à l'excès, mais inversement atténuer la dimension mythologique qui est devenue complètement codifiée, voire cliché, 10 ans plus tard, c'est-à-dire notamment autour du mythe de la femme fatale. Donc en fait, il va rééquilibrer, voire inverser le rapport entre les personnages, et il va, c'est aussi, atténuer le rapport au destin, si vous voulez, le côté fatum, inexorable, etc., qui était lié à la construction en flashback d'assurance sur la mort. Il me semble que c'est structuré le récit est structuré d'une toute autre façon. Alors bien sûr, on peut lire ça aussi en disant, comme dans le titre français de son film précédent, le destin est au tournant. Mais il me semble que ça marche de manière très différente. D'abord parce que le film est linéaire, il est chronologique. Et d'autre part, parce que en gros, tout se passerait, si j'ose dire, bien, systématiquement, s'il n'y avait pas une sorte d'aléa imprévisible qui est un personnage qui prend la tangente. Et ce qui est intéressant, c'est que la séquence pré-générique et générique, c'est-à-dire celle du hold-up, elle marche presque comme un programme narratif pour le film. C'est-à-dire que ce hold-up, du point de vue des braqueurs, il se passe très bien. Et il n'y a aucune raison, si vous voulez, que le vigile se sacrifie inutilement, si vous voulez, pour tenter de désarmer, si vous voulez, le complice. Et à partir de là, il va y avoir une sorte comme ça des séries de tangentes successives. C'est presque appliqué à chaque personnage. C'est bien sûr Paddy qui va boire un verre qui est alcoolique et qui va boire un verre au bar du coin et qui quitte la voiture. Mais auparavant, c'est déjà Rick qui est sorti de son rôle. Alors déjà, à braquer les jumelles, non pas sur la suspecte qu'il est censé surveiller, mais sur la voisine infirmière, et qui va ensuite intervenir, toujours comme ça, dans cette espèce de ligne oblique, quand il attend l'ascenseur et qu'il la débarrasse d'un autre dragueur. Mais bien sûr, l'élément, je dirais, le pas de côté le plus décisif, c'est bien sûr celui de l'héroïne elle-même, de Lona, et ça se passe en fait
non pas à la première rencontre, mais c'est quand Paul la file à nouveau, donc la première filature, et que, aux surprises, où est-ce qu'elle va? Elle va chez lui. Et évidemment, ce qu'il y a de plus de tout à fait imprévisible, c'est qu'elle tombe amoureuse de lui. Et en fait, et là, il y a quelque chose de très fort, c'est-à-dire que là, non seulement par rapport à la typologie des personnages, c'est-à-dire que Paul, c'est plus seulement l'américain ordinaire, le brave gars un peu médiocre, mais c'est théoriquement l'incarnation de la loi, et c'est quelqu'un qui la manipule, c'est-à-dire que leur première rencontre, comme on sait, bien sûr, elle est forcée, si j'ose dire, par lui. Cette rencontre est totalement fabriquée, et il la manipule de manière tout à fait cynique, et en payant de sa personne, bien sûr, mais voilà, c'est simplement, il n'y a pas compté sur une chose, c'est l'amour qui lui inspire sincèrement. On se demande bien pourquoi, au demeurant, mais il y a vraiment cette espèce d'imprévisibilité et d'une certaine manière, je dirais, d'innocence retrouvée de la femme fatale, parce que soi-disant femme fatale, et on a presque l'impression qu'elle improvise le moment justement, quand elle expose la tentation, c'est-à-dire on pourrait avoir cet argent qui finalement n'appartient plus à personne et entre les mains d'un méchant qui va mourir de toute façon, et ça pourrait nous rendre heureux. Et lui, pensant que c'est forcément l'argent qui fait le bonheur amoureux, dit oui, mais on a presque l'impression d'abord qu'elle improvise ça, comme lui sera obligé d'improviser son plan plus tard, de le corriger sans cesse, mais qu'elle invoque l'argent pour le convaincre. C'est-à-dire que l'amour ne suffirait pas, ou le désir en tout cas ne suffirait pas. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et c'est là d'ailleurs où il y a quelque chose de très trompeur dans les titres adoptés. Pour ce film, bon, le titre français est Vent la mèche, mais le titre original du film, ça devait être The Killer Wore a Badge. C'était le titre du feuilleton, en fait, paru dans le Saturday Evening Post. C'est-à-dire, le tueur portait un insigne, donc le tueur était un flic. Bon, c'était peut-être un peu trop sulfureux dans le cinéma hollywoodien de 1954, mais donc ça devient pushover, et pushover c'est quoi? C'est un pigeon, c'est un pion qu'on manipule. Alors pushover, ça marcherait pour Walter Neff, le VRP en assurance dans Assurance sur la mort, mais ça ne marche certainement pas pour Paul ici. Et à tel point qu'il y a même des analystes américains du film noir qui ont pu dire que c'est presque un film d'homme fatal plutôt que de femme fatale. C'est vraiment, voilà, ça renverse complètement la perspective, les rapports entre les personnages, plus largement peut-être les rapports entre les sexes, et ça c'est vraiment la contribution affirmée de Quine, ce qui est dit dans les entretiens rétrospectifs. Il y a une inversion effectivement de femme fatale subjectivement, elle devient fatale mais uniquement objectivement, alors que en fait la manipulation, au départ c'est elle qui propose de partir avec l'argent, il refuse au nom de la loi, de l'éthique, du policier, etc. Puis lui bascule, et en fait c'est elle après qui va essayer de l'empêcher de faire bien. Alors ce qui est frappant, alors c'est dans le scénario, mais c'est vraiment très frappant, c'est qu'à la fin lui ne prend que de mauvaises décisions. Exactement. Il fallait surtout pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire kidnapper Dorothy Malone, se précipiter vers la voiture, entouré de flics, etc. Donc il y a ça aussi. Et elle, ce qui est très beau, alors elle, il y a un plan qui est formidable, c'est que le moment où elle décide de se livrer. C'est-à-dire que la vie ne vaut plus d'être vécue puisque l'homme qu'elle aime vient de mourir, et c'est un plan de profil. Et le profil de Kim Novak, c'est sublime, et c'est évidemment 3 ans plus tard, Hitchcock va dans Vertigo la saisir de profil pour signifier la cristallisation amoureuse de James Stewart, etc. Et ça c'est un truc c'est très beau quoi. C'est un rapport à l'actrice. C'est vrai, il a tout de suite compris comment fonctionnait cette actrice. Absolument. Alors et pour passer justement à Kim Novak, à la façon dont Quine la filme, alors. Là encore, contexte de studio, la Columbia a quelques stars masculines, et à cette époque c'est William Holden, c'est Glenn Ford, etc. Elle a toujours eu très peu de stars féminines. Il y a eu Rita Hayworth, mais qui est tombée en disgrâce auprès de Harry Cohn, qui est donc sur le déclin. Et il y a une star, effectivement, qui est une immense actrice comique,
qui est Judy Holliday, que Quine va diriger 2 fois, dont dans une adaptation de John Fante notamment, Pleine de vie, mais ça reste une actrice comique. Et en fait, et là, il y a l'idée de trouver une rivale donc à la Columbia pour Marilyn Monroe, qui vient de devenir la star de la Fox. Et d'ailleurs, ironiquement, Kim Novak est renommée Kim parce qu'elle s'appelle réellement Marilyn. Et en fait, elle a fait que de la figuration à la RKO jusqu'à présent, et c'est Quine qui lui fait tourner ses bouts d'essai. Harrison n'est pas très convaincu, mais en particulier par sa diction aussi, par son jeu, par sa maladresse, par son inexpérience totale d'actrice. Et en fait, Quine devine vraiment un potentiel, y compris justement dans cette fébrilité, dans ce débit très différent, très nouveau, en fait, dans la singularité de sa voix. Évidemment sa plastique, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que il dramatise complètement cette question du regard. C'est-à-dire que c'est à la fois, on crée une star, parce que c'est son premier film autrement comme figurante, elle est vraiment lancée comme telle par la Columbia, et de manière... C'est vrai qu'il a écrit Introducing, absolument, et ce que la bande-annonce dit aussi, et d'ailleurs, au début du film, elle sort du cinéma et non pas du théâtre, comme disent les sous-titres, que projette le cinéma, bien sûr, 2 films Columbia, dont le dernier film en date de Judy Holliday, Une femme qui s'affiche depuis Corps. Et c'est comme s'il y avait l'idée... dont un film aussi avec Phil Carey, qui joue le partenaire de Fragment. Qui joue Rick, absolument, au double programme. Et donc, en fait, c'est comme pour nous dire, voilà, enfin, c'est à la fois du placement de produits, si on veut, du studio, mais c'est aussi symboliquement une sorte de passage du témoin. Voilà la star. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est à la fois magnifiée par la photo, par les tenues, donc du costumier Jean-Louis, le vison, etc. Mais en même temps, elle est saisie comme un personnage seul, qui ne se sait pas regarder, et qui d'ailleurs d'une certaine manière souffre de ne pas être regardé. Et ça, on va pouvoir y revenir. Mais et d'ailleurs de manière plus intrigante, parce que c'est pas du tout une rivale de Marilyn. En revanche, quand le film va sortir, il y a le Hollywood Reporter, donc le journal professionnel, corporatiste, va la décrire plutôt comme une Ava Gardner blonde. C'est pas forcément vrai non plus, mais c'est sans doute moins faux. Et ce qui est tout à fait passionnant, et effectivement ça rappelle Hitchcock, c'est la façon dont Quine à la fois, s'il met en valeur ces moments effectivement de fièvre passionnée, tout à fait bouleversant de la scène, de la seconde scène, de la scène où elle retourne chez Paul jusqu'à bien sûr au dénouement, c'est aussi que son personnage est aussi voué à une sorte de passivité, effectivement, pendant une bonne partie du film. Et ce qui est tout à fait troublant, c'est que Quine admirait Hitchcock, alors que Hitchcock n'a sans doute pas vu les films de Quine, mais c'est que Quine va reconstituer le couple de Vertigo avant même que Vertigo sorte, avec l'adorable voisine en 58. Mais ici, on a déjà effectivement non seulement le profil, mais ces scènes de filature en voiture. Sauf qu'en fait, ce sont des scènes de filature qui n'adoptent pas le point de vue du détective, de l'observateur qui trouverait, mais qui restent sur l'opacité, si vous voulez, de Kim Novak. Alors plus tard, on saura bien sûr qu'elle est là pour qu'elle exécute un plan et qu'il s'agit de mener l'autre flic, Rick, sur une fausse piste et de l'éloigner à un moment des lieux. Mais la première fois, justement, quand c'est Paul qui la file, il ne sait pas où elle va et nous non plus. Et donc il y a vraiment cette espèce de mystère qui est très beau. Et puis bien sûr, l'autre lien troublant avec Hitchcock qui est absolument flagrant, c'est qu'on est la même année que Fenêtre sur cour. On est la même année que Fenêtre sur cour et on a ce dispositif de planque, sauf que là, bien sûr, ça n'est pas un photographe réduit à l'inaction par une fracture de la jambe. Ici, c'est en service commandé, si vous voulez, c'est-à-dire un dispositif de surveillance et d'écoute policier, mais c'est avec l'idée du contrôle du visible, si vous voulez. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de continuité entre
la planification du hold-up, c'est-à-dire la maîtrise exacte du temps à la seconde près, des angles de vue, voilà, des lieux, le système de surveillance policière et la manière dont Paul va essayer de détourner ça pour en faire un crime parfait. Finalement, c'est exactement la même logique. Et ça fonctionnerait chaque fois s'il n'y avait pas justement ce grippage, ce grain de sable qui enraye la machine. Alors, je voulais qu'on aborde les ressemblances avec Fenêtre sur cour, mais avant, mais en même temps c'est lié parce que c'est une question aussi de place dans l'histoire du cinéma et de l'histoire tout court. On est en fait à la fin du film noir, ça se termine. 54, c'est aussi l'année dans 4e vitesse, dont on a dit que c'est un film qui faisait comme ça la synthèse du film noir et en même temps qu'il faisait exploser, même littéralement. Et là, on est donc 10 ans après Assurance sur la mort, dont on dit que c'est le film qui a lancé le genre, et l'acteur déjà, on va peut-être pas dire assez, il a 10 ans de plus et donc il est plus fatigué. On sent que c'est un peu c'est la dernière chance, quoi. C'est le dernier amour, un peu comme il y a des mélos comme ça de la dernière chance. C'est un peu le film noir, pour moi c'est un mélo masculin en fait. C'est la dernière chance pour ce type empâté, vieilli, fatigué, usé. Et ça c'est assez beau, quoi. Et en même temps cette usure, c'est celle du genre lui-même. Ce qui fait qu'on ne peut plus, peut-être en 54, montrer des femmes fatales comme les archétypes qui ont été inventés 10 ans plus tôt, mais il faut tordre tordre les conventions, quoi, tordre les événements, tordre les personnages. Et je trouve que le film, c'est aussi un film qui signifie un peu la fin du genre film noir. Oui, enfin, c'est-à-dire que même si on peut encore faire ça, c'est-à-dire qu'il devient plus difficile d'échapper aux clichés. Enfin, les films sont moins intéressants, voilà. Mais là, je pense que là aussi, ce pas de côté, d'une certaine manière, qu'opère Cohen par rapport aux gens, je pense que ça correspond aussi à sa sensibilité profonde. Et qu'en fait, justement, la dimension presque de mélodrame, le genre veut que ça soit attaché, enfin pas toujours, mais souvent ça soit attaché au personnage masculin, et là en fait il le tire déjà davantage justement il le ramène vers le personnage féminin, et d'une certaine façon, je dirais que ce film a presque moins de rapport avec le film noir que Cohen vient de réaliser auparavant, qu'avec Liaison secrète, qui sera son grand film, à la fois mélodrame critique, on va dire, mélodrame lucide qu'il réalisera en 60 avec encore Kim Novak bien sûr et Kirk Douglas. Donc il y a cet infléchissement là, et parce que l'idée des personnages qui cherchent une dernière chance, qui cherchent un dernier coup, voilà, qui leur permettrait de s'en tirer, voilà, c'était déjà là, sauf que ça n'est pas censé être le flic qui fait ça normalement. Et ce qui est tout à fait passionnant, bien sûr, c'est de voir, comment dire, deux choix qui se posent d'une certaine manière. C'est-à-dire que tous les personnages sont un peu aliénés à des degrés divers. Et en fait, et ce qui est terrible justement par rapport aux personnages féminins, dont on apprend le prénom que très très tard, et dans un contexte policier, contrairement à ce que dit le sous-titre, c'est-à-dire quand il se retrouve sur le toit, jamais il ne l'appelle Lona. La première fois qu'on l'entend appeler Lona, c'est quand elle est interrogée par Ekstrom dans son appartement. Et après, effectivement, on va l'entendre une fois. Elle n'a pas de prénom, elle est la poule de Wheeler, elle est la blonde, voilà, c'est tout, elle est une suspecte. Et en fait, et ce qui est très frappant, c'est que, alors même que elle est censée être sous surveillance, enfin, c'est tout un dispositif qui est voué à la regarder, personne ne la regarde vraiment. C'est-à-dire que c'est très vite, on ne voit plus Paul en train de la surveiller. Il est plutôt sur la table d'écoute. Et quant aux autres flics, ils sont trop occupés à se rincer l'œil sur les voisines, quoi. Je veux dire, et donc le personnage a une sorte de ce débat pour exister à l'écran de manière tout à fait poignante, avec évidemment des plans qui inversement qui la magnifient pour le spectateur, comme quand elle vérifie son maquillage dans le rétroviseur lors de la première rencontre avec Paul, etc.
Et puis il y a cette espèce de double, enfin ce qui est intéressant, c'est un rapport, disons, de contiguïté, de gémellité inversée entre les deux couples, c'est-à-dire donc Paul et Lona, et puis Rick et Anne. Et là, effectivement, donc c'est aussi, alors sans doute, l'effet de tripatouillage de scénaristique comme il fait, c'est pas assez. Mais comment dire, parce qu'en tout cas, ce que dit Quine, enfin, allusivement dans un entretien, c'est que il n'aime pas trop cette fin, mais je pense qu'il fait référence à la toute fin. C'est-à-dire qu'effectivement, la logique pour Quine, ça serait de terminer sur le visage éploré de Kim Novak. Ça serait pas du tout de faire ce il fallait montrer qu'elle se fait arrêter par la police, parce qu'il y avait quand même un peu de la censure. Oui, bien sûr. Il y a ça, mais surtout, ça se termine sur Rick qui raccompagne Anne. Donc ça, c'est le couple normatif. Et en fait, comment dire, et là, on est bien sûr, il y a une dimension en fait de critique sociale quand même chez Quine qui culminera effectivement dans certaines comédies, mais aussi dans Liaison secrète. Donc une attention très forte à la façon dont les gens vivent, se comportent, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs insatisfactions aussi. Et la personne n'a l'air très satisfaite, je veux dire, dans les personnages. Et en fait, quand Rick trouve alors, c'est la femme idéale, voilà, elle coche toutes les cases, si vous voulez, selon la logique des années 50. Elle a un travail honnête, donc elle est infirmière, elle sait bricoler, elle sait faire l'hôtesse, même quand elle est fatiguée, mais c'est pas une fêtarde, puisque c'est la fête organisée par sa colocataire. Surtout à la fin, elle se précipite sur le blessé et pas sur son copain, elle a un réflexe professionnel. Absolument. Elle se précipite sur Fred McMurray, et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle saute au cou de Phil Carret, etc. C'est un geste très bizarre. Oui, tout à fait, oui. Comme s'il y avait aussi une dimension d'empathie. Et puis voilà, bon, j'ai oublié, elle fait de la gym aussi, et puis bien sûr, bon, elle est très, 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 très agréable à regarder, il ne s'en prive pas. Si vous voulez, c'est Dorothy Malone qui deviendra justement une grande actrice de mélodrame, de mélodrame paroxystique avec Douglas Sirk. Mais je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs forcément d'ironie autour de ça. Enfin, il y a quelque chose d'un peu amusé, mais disons, il y a d'autres manières peut-être de concevoir, quand il disait, voilà, pas de terminer sur ce retour à la norme, c'est, alors certes, oui, comment dire, l'erreur de Paul, c'est de vouloir à tout prix cet argent, de penser que l'argent est plus important que l'amour sincère et réciproque. Et c'est là où, en fait, alors que dans Assurance sur la mort, le personnage est manipulé depuis le début, et c'est gros comme une maison, de toute façon, quand on la voit, ah oui, c'est l'assurance sur l'accident, etc. C'est un couillon, quoi. Ah oui, non, il est vraiment plus que dans le roman, d'ailleurs. Dans le roman, il est quand même, il se crispe, là. Là, non, là, c'est vraiment le pushover parfait chez Wilder. Et comment dire, ici, non, il n'y a pas de duplicité. Enfin, je veux dire, quand il y a une duplicité, la duplicité initiale, elle est de la part de Paul qui la manipule. Mais en fait, mais il y a une sorte de sincérité presque monolithique, je dirais, dans le personnage de Lona. Oui, on entend tellement peu son nom. Mais voilà, et ensuite. En fait, très très vite, la duplicité disparaît entre l'homme et la femme. Enfin, oui, elle et lui. En revanche, il devient duplice vis-à-vis de ses employeurs. Enfin, c'est ça. Quoi. Et il devient un pur metteur en scène aussi. C'est-à-dire qu'après, en fait, et là, il veut absolument contrôler tous les déplacements, tout comment dire, ce qui est l'espace et le temps, ce qui est visible et ce qui est caché, l'emploi du temps, etc. Et du coup, elle n'est plus qu'en représentation pour la police. Et pardon. Non, mais ça nous rappelle que c'était un danseur, Richard Quine, même un chorégraphe. C'est-à-dire que tous ces plans où on voit les personnages traverser en diagonale le plan, se tourner autour, la voiture, les deux appartements. Enfin, il y a une organisation presque chorégraphiée des déplacements des personnages entre tous ces endroits, quoi. Ça, c'est très réussi de ce point de vue. C'est très réussi et d'une certaine manière, c'est aussi ce qui va, comment dire,
offrir des variations par rapport au dispositif qui serait a priori frontal, justement, c'est-à-dire dans la logique de fenêtre sur cour, si vous voulez, de la surveillance. Là, il y a l'idée effectivement de ces tangentes et puis de ces déplacements entrecroisés, sauf que, bien sûr, ça exige un timing impeccable que croit contre l'épaule et il a tort. Mais ce qui est très intéressant aussi, d'ailleurs, c'est il y a un mélange, et c'est là où on est dans un type de film noir déjà différent. Quand je disais que la Columbia affectionne le film noir, notamment en décor naturel, donc dans les années 50, souvent ça aboutit à quelque chose d'assez brut, c'est-à-dire qui n'est pas du tout dans le chatoiement ténébriste des années 40, voilà, comme dans la scène inaugurale de sur la mort, par exemple, dont on vient de voir la seule scène diurne, si vous voulez, mais quelque chose de plus dur, c'est voilà, donc dans les films colombiens de cette époque sont réalisés par Don Siegel, par Phil Karlsson, etc. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose en même temps, c'est un film presque entièrement nocturne, et il a quelque chose d'assez rutilant. Et en fait, il me semble que c'est... alors, on a beaucoup d'extérieurs réels, on a des intérieurs en studio, mais on a beaucoup d'extérieurs réels. Et en fait, d'un seul coup, on a l'impression que, oui, que l'Amérique du milieu des années 50, l'Amérique urbaine du milieu des années 50, certes c'est Los Angeles, ne ressemble pas plus du tout à celle qu'elle était, enfin celle que voulait représenter le film noir des années 40. C'est-à-dire que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a plus vraiment de ténèbres. C'est-à-dire que la nuit ne ménage plus de zone d'ombre, mais éventuellement des angles morts. C'est-à-dire que on a vraiment... Il n'y a jamais personne, aucun personnage ne se perd dans l'ombre. Mais par contre, éventuellement dans le hors-champ. C'est comme quand on perd Harry Wheeler, c'est comme quand on perd la voiture, où est-ce qu'elle est passée. Mais du coup, il faut juste trouver le bon point de vue. Et donc là, il y a quelque chose, je dirais... De même que la première apparition de Kim Novak quand elle sort du cinéma Majestic, donc là encore c'est un lieu réel qui est magnifié par l'éclairage, mais on se dit tiens, ça devait ressembler à ça quand même un tant soit peu Los Angeles dans les années 50, c'est-à-dire une lumière presque publicitaire, je dirais, une sorte de glamour, ouais, le glamour du néon si vous voulez, et c'est vraiment quand elle sort avec son manteau de fourrure, son vison, qu'elle contourne l'échelle pleine de peinture. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et bien sûr, ça culmine dans ce moment, dans ce coup qui arrive comme un décrochage incroyable, et là presque un clin d'œil à la comédie musicale, c'est-à-dire que quand elle est à nouveau filée par Ferro, justement, et en fait, donc on a ce raccord, on a Fred McMurray, Paul dans l'immeuble, et puis raccord sur un piano, et d'un seul coup, justement, ce mouvement de grue majestueux qui s'élève, avec cette plateforme à deux pianos, voilà, du bar, le Twilight Room, et là, d'un seul coup, on est un peu dans une sorte d'Amérique de Sinatra, si vous voulez, des chansons de Sinatra, quelque chose de cet ordre. Mais je pense que c'est un plan totalement amoureux de Richard Quine. Oui. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup la musique, évidemment. Il y a ce mouvement d'appareil qui fait le tour du piano. D'abord on voit un pianiste, puis après on se rend compte qu'il y en a un deuxième. Tout d'un coup la caméra s'arrête, elle monte et on a l'impression que c'est elle qui surgit de la musique. Oui, tout à fait. C'est un plan mais totalement dément et qui ne peut qu'exprimer que ça, quoi. C'est il la met au-dessus de tout, quoi. C'est presque un principe pur, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu en voyant le film. Alors ce que tu dis, en fait, et d'ailleurs on peut le dire de pas mal de films de cette époque-là, c'est que le film noir devient de moins en moins expressionniste, en fait. Et de plus en plus réaliste. Ouais. Et ça absolument. Or, même si justement ce réalisme n'est pas exempt de glamour, bien sûr, mais disons c'est un glamour motivé, je dirais oui, presque une imagerie, voilà l'imagerie de l'American Way of Life telle qui se vend dans les années 50. Et ce qui est très frappant, bien sûr, c'est l'attention que porte Quine, effectivement, comment dire, aux lieux, justement, alors pas seulement des lieux comme ça, nocturnes, privilégiés, mais aussi ce lieu incroyable qui constitue quand même, c'est quand même un quasi huis clos aussi, ce film, dans ce fameux immeuble en U qui permet la surveillance. Et là, donc, et d'où, bien sûr, et bien sûr, alors, fenêtre sur cour, ça se passe à New York, à Greenwich Village, etc. Là, à Los Angeles, ça paraît moins logique, mais d'une certaine façon, c'est peut-être le titre espagnol qui est le plus fidèle à une certaine dimension du film, parce que ça s'appelle l'immeuble 322.
Et c'est le numéro de l'immeuble dans la rue. Et d'une certaine manière, c'est un peu cette histoire-là, effectivement, avec cette coexistence de personnages dissemblables, et notamment, bien sûr, les deux voisines, hein, l'infirmière Anne et puis Lona. Et il y a une sorte de grande attention concrète de Quine à la façon dont les gens vivent. Et là, justement, le côté, les touches réalistes, c'est maintenant, quand on descend les poubelles, on n'a plus ces poubelles si sonores et si photogéniques, si vous voulez, du cinéma des années 40. On a le vide ordure, parce que l'habitat progresse. Alors, je voulais revenir là-dessus, peut-être avant aussi de vous laisser la parole. Parce qu'il y a une chose, on parle de c'est un film qui est fait la même année que Fenêtre sur cour, évidemment, on ne peut pas ne pas s'empêcher d'y penser. C'est un film qui est construit, où au moins une relation amoureuse s'est construite sur le voyeurisme, c'est celle de Phil Carret et de l'infirmière, donc elle n'est pas tout à fait pure. Elle part quand même, et il l'a maté, quoi, en fait. Et quand on voit les filles de l'équipe de jour, ne se cachent pas de dire qu'en fait, ils sont là pour regarder les scènes. Mais c'est aussi... C'est le moment où on est en 54, la télévision est devenue un médium de masse. Alors on sait que Fenêtre sur cour, on a notamment analysé Fenêtre sur cour comme un film sur la télévision, où le personnage joué par James Stewart s'amusait à zapper, en fait, en passant d'un appartement à l'autre, en restant chez lui. Et ben là c'est un peu ça, alors il y a que deux chaînes, là. Il y a l'infirmière et la pépé du gangster, mais ce que montrent notamment les plans sur Dorothy Malone, l'infirmière, c'est que tout d'un coup, la vie sans qualité, la vie ordinaire, la vie familière, la vie quotidienne des gens intéresse le cinéma, comme ça va intéresser la télévision. Et la télévision, en gros, c'est un voyeur. C'est la télévision, c'est pas vous qui la regardez, c'est elle qui vous regarde. Et on est vraiment, je pense, à une époque où ça commence à être ressenti. Et comme par hasard, le truc pour faire le code, c'est un institut pour calculer l'audimat des chaînes de télé, c'est-à-dire quelque chose qui vous dit, vous êtes le grand voyeur, c'est la télévision, c'est elle qui vous regarde chez vous, et je pense que là, le film est quand même très étonnant. Oui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'une des toutes premières comédies de Quine, c'est aussi une vision un peu satirique de la télévision, mais qui n'est pas encore pleinement considérée comme une menace. Là, à ce stade, elle est considérée à la fois comme une menace, comme une rivale peut-être, mais ce qui est très intéressant, c'est que oui, on a ce code téléphonique avec Harry, sauf que qu'est-ce qu'elle est censée répondre, c'est « je ne regarde rien ». Je regarde pas la télé en ce moment. Et effectivement, Dieu sait qu'elle passe son temps à ne rien faire et à attendre, justement, au début Harry et ensuite Paul, mais elle ne regarde pas la télé pour autant, alors que quand il se retrouve sur le toit pour rechercher désespérément la voiture disparue, on s'aperçoit que le toit est absolument hérissé d'antennes de télé. Et en fait, d'une certaine manière, alors ça sera plus flagrant encore dans les banlieues résidentielles qu'on voit dans Liaison secrète, mais déjà ici, dans cet immeuble encore urbain, on se dit qu'effectivement, le devenir un peu de ces spectateurs, et notamment du couple Phil et Anne, ça va se passer devant le petit écran, ou peut-être d'ailleurs dans le petit écran aussi. Bien sûr, il y a cette évolution-là. Qui est la forme absolue de surveillance, en fait, de la télévision. C'est un peu ce qu'on sent. Et Hitchcock, ça lui a tellement plu qu'il a fait une série, il a réalisé un film et produit 360 de petits courts-métrages pour la télévision. Mais ça le fascinait, il avait une conscience très claire de ce que pouvait permettre la télévision, et ça tournait toujours autour de l'idée de la vie quotidienne, ça peut aussi faire du cinéma, l'homme ordinaire. Et là, l'infirmière Dorothy Malone qui change ses rideaux, qui fait ça, a priori c'est plutôt ennuyeux à regarder, et en fait, bon, c'est Dorothy Malone, donc ça ne plaît pas complètement, mais il y a cette dimension-là qui passe furtivement dans le film, et qui va être théorisé, on va le dire, et puis qui va devenir une matière à produire des œuvres d'art chez Alfred Hitchcock. Voilà. Peut-être on va répondre aux questions, s'il y en a. Alors il y a des micros qui se promènent. Je découvre ce film aujourd'hui que je n'avais jamais vu, et
ma connaissance de Richard Coigne est vraiment très, très limitée. J'ai vu mercredi soir Ma sœur du tonnerre, que je ne connaissais pas non plus. C'est bien, vous savez quoi faire dans les jours qui viennent. Oui, mais j'ai prévu d'en voir plusieurs. Il y a des détails de mise en scène qui m'ont frappé dans le film d'aujourd'hui. C'est la multiplication des cadres, notamment des cadres de fenêtres, des cadres de portes. Et quand je voyais cette multiplication de cadres, j'avais l'impression aussi qu'il y avait comme un état d'esprit du personnage qu'on voyait à l'image, traduit par ces cadres, notamment les panoramiques entre les deux appartements, où dans le cas de Kim Novak, on a l'impression de voir de l'enfermement à travers ce cadre et ce qu'il y a derrière Kim Novak, alors qu'on sent plutôt quelque chose d'aéré quand on voit Dorothy Malone, et les perspectives, les lignes de fuite ne sont pas du tout les mêmes. Il y a aussi des scènes où on voit des conducteurs à leur volant, par exemple à l'arrêt, la façon de filmer Fred McMurray ou de filmer Paddy n'est pas la même. Et par exemple, moi je me souviens d'une séquence où on voit Fred McMurray, il est donc au volant garé, et je pense qu'il pleut à ce moment-là, et de l'eau qui coule sur le pare-brise zèbre son visage parce que l'éclairage renvoie l'image de l'eau qui coule sur son visage, et ça fait comme des rayures, alors que quand on voit le personnage de Paddy, il n'y a pas cet effet aussi étouffant. Il y a aussi une progression des signes. Au début du film, on voit Kim Novak sortir du cinéma et elle ne veut pas passer sous l'échelle. Et plus tard, dans l'histoire, Fred McMurray est à côté d'une tasse et par inadvertance, il la renverse et elle se casse. Et un peu plus loin, Dorothy Malone, qui était toujours vêtue de blanc, tout d'un coup elle est vêtue en noir. Et donc il y a comme ça une progression vers la fatalité. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans le cinéma de Richard Coigne. D'autre part, j'avais une remarque sur par rapport à mercredi soir. J'ai pas mal apprécié la comédie musicale. Par contre, j'ai pas apprécié que seuls les dialogues soient sous-titrés et pas les paroles des chansons. Oui, ça c'est d'ailleurs, surtout que justement l'idée c'était d'intégrer les numéros à la progression de l'action, quoi. Je veux dire, mais ça, voilà, c'est des problèmes avec les copies dont on peut disposer. Il y a le même problème avec Blanche Colombe et Mesdames-Messieurs de Mankiewicz, par exemple, quoi. Mais bon, et après, oui, ce que vous disiez sur l'attention de Cohen, justement, la subtilité des notations, effectivement, le goût aussi du cadrage ou du surcadrage, oui, ça correspond tout à fait à sa dimension, à la fois de calligraphe, presque, je pourrais dire. C'est pour ça qu'il a beaucoup plu au cahier des années 50, disons, son côté metteur en scène pur, quoi. Il y a quelque chose chez lui. Alors, on n'a pas parlé de Richard Cohen en général, mais c'est vrai que c'est plutôt la décennie des années 50 qui est intéressante chez lui. Ça va se gâter après Liaison secrète, qui est peut-être son chef-d'œuvre. Après, ça va se gâter. C'est un cinéaste qui a vraiment, à un moment donné, perdu la main, quoi. Quelque chose. Alors, on sait que dans sa vie personnelle, la rupture avec Kim Novak, qui date de 1960, ça a sans doute été très importante. Il a sombré dans l'alcoolisme, je crois. C'est très. Mais c'est un cinéaste, dont les grands films de metteurs en scène sont faits dans les années 50 et intéressent la cinéphilie française, qui s'intéresse à la question de la mise en scène, bien sûr. Je serais quand même plus généreux pour ces films de la première moitié des années 60, qui ont été d'ailleurs parmi ses plus grands succès, mais qui sont parfois entachés par une certaine insistance, lourdeur scénaristique, que ce soit qui viennent de Blake Edwards ou d'autres scénaristes, George Axelrod, etc. Mais oui, qui dure 2 heures, c'est plus pesant, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Mais là, c'est sûr que celui-ci et Meillard, celui-ci, l'adorable voisine et Liaison secrète, effectivement, c'est absolument. C'est une comédie musicale, quoi. My Sister Eileen, c'est peut-être la plus belle comédie musicale des années 50 avec Chantons sous la pluie. Moi, je trouve que Minelli, là-dessus, il est enfoncé. Là-dessus, pardon. Non, mais c'était de la provocation radieuse. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, c'est le 3e film que je vois de
de la rétrospective, j'en connais d'autres de Coulommiers. Il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, et vous avez vaguement évoqué dans la présentation. Donc dans Ma sœur est du tonnerre, Adorable voisine et celui-ci, il y a un dispositif un peu domestique du voisinage. Absolument. Voilà. Si vous avez des choses à nous dire là-dessus. C'est quelque chose vraiment qui va qui travaille Cohen énormément, je pense, pour son goût pour l'architecture, son goût pour donc et bien sûr dans Liaison secrète, le personnage de Kirk Douglas est architecte et il y a l'histoire de la construction d'une maison et bien sûr l'adorable voisine, le titre français dit tout. Enfin, dans L'inquiétante dame en noir, c'est l'histoire, voilà, une histoire entre un homme et sa logeuse. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Pleine de vie, d'après John Fante avec Jodie Hallyday, qui est un film peut-être plus mineur, mais on a vraiment cette idée aussi de la baraque qui prend l'eau, qui est rongée par les termites dans une espèce de quartier là vraiment de banlieue résidentielle mais prolétaire hein, de Los Angeles. Et donc je crois que il y a un intérêt pour le lieu, enfin pour l'architecture, comme je disais, pour l'habitat, pour le voisinage, et je pense que c'est aussi la façon dont il, analyse et canalise, on pourrait dire, sa réflexion sur les rapports, sur le rapport entre les sexes, sur le rapport entre les hommes et les femmes, la question de la cohabitation possible. C'est un terme d'actualité, c'est aussi, comment dire, et ici d'ailleurs, par exemple, je n'en ai pas parlé, mais ce qui est très beau aussi au début, c'est donc leur première rencontre dont Lona ignore qu'elle est complètement fabriquée et provoquée justement par cette fausse panne de voiture, etc. Donc on a au départ le lieu neutre qui est le bar, et ensuite c'est l'idée, will you take me home, donc me ramener à la maison, mais la maison de qui? Et c'est là où lui demande, chez vous ou chez moi, et elle lui dit, étonnez-moi. Et alors c'est très ambigu d'ailleurs, là je ne sais pas ce que les Américains de 1954 auraient exactement entendu là-dedans, mais de toute façon, en fait, selon les préjugés de l'époque, y compris ceux de Paul, c'est que l'un ou l'autre, ça vaut pas mieux, quoi. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, c'est à quel point je pense que c'est pas juste un jeu quand il la méprise comme une femme supposée facile et de toute façon entretenue, mais il y a vraiment, voilà, les deux sont un piège d'une certaine façon. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'elle retourne chez lui plus tard. Et ce qui est frappant aussi, c'est que, comment dire, ce sont ces intérieurs aussi un peu génériques, alors bien sûr sans doute stylisés par le cinéma, mais ce qui était très, très intéressant, c'est que, par exemple, justement dans les années 40, les privés ou les flics, sauf s'ils étaient mariés et donc pères de famille, etc., habitaient dans une espèce de meublé, voilà, assez quelconque, assez moche. Et ici, en fait, c'est la version, disons, anonyme du meublé où vit McMurray. On n'a pas l'impression qu'il ait fait la déco lui-même, mais j'ai acheté sur catalogue, si vous voulez, mais qui, en fait, c'est moins le meublé des années 40 que la garçonnière, en fait. D'ailleurs, Fred McMurray jouera le méchant à la garçonnière, celui qui utilise l'appartement de son subalterne, son subordonné. Et donc, il y a vraiment... oui, quelque chose à la fois une sorte de laideur et d'anonymat, si vous voulez, des intérieurs. C'est comment se les approprier. Mais en fait, voilà, enfin, on a aussi des personnages qui sont aliénés, des personnages qui sont très solitaires aussi. D'ailleurs, au début, qu'est-ce qui se passe? C'est, voilà, Phil et enfin, les deux flics qui se plaignent de ne pas trouver la femme qu'il faut, et avec des propos d'une extrême misogynie aussi. Sauf que d'ailleurs, de façon intéressante, là c'est Paul qui excuse justement, qui reprend à son compte justement l'explication que lui donnait Lona, en disant, voilà, enfin, en disant elle a peur et elle a faim, quoi. Je veux dire, il y a vraiment cette idée-là, mais comment ils n'ont pas de lieu à eux, quoi. Ça c'est tout à fait frappant. Et ça, cette question, oui, de la contiguïté ou de la coexistence ou de la cohabitation, ça traverse bien sûr tous les personnages et beaucoup des films les plus intéressants de Cohen, hein. Je veux dire, ça c'est tout à fait frappant quand on le voit en continuité, jusqu'à Comment tuer votre femme, donc une de ces comédies
un peu stridente des années 60, mais là aussi c'est l'épouse qui fait irruption chez le célibataire endurci et fier de l'être qui vit avec son majordome, quoi. Enfin, c'est sur le mode de la comédie ou sur le mode sérieux, voire tragique. Et parce que Liaison secrète, c'est aussi justement la question de l'habitat suburbain, des névroses banlieusards de la classe moyenne. Ça va toujours se poser en ces termes, ouais, me semble-t-il. Merci à vous. Ça vous laisse sans boire? C'est pas si grave. Là-haut, puis après vous. Bonsoir et merci pour cette séance. Je suis là. Je voulais savoir si on savait quelque chose de ce que Hitchcock d'un côté et Quine de l'autre pensaient ou disaient de leurs films respectifs qui, au même moment, utilisent le même dispositif. Vous avez mentionné le fait que peut-être Hitchcock ne connaissait rien du cinéma de Quine, mais est-ce que c'est comme si évident que ça ou... Hitchcock disait du mal de tout le monde. Il disait qu'il voyait des films de personne. Et n'était redevable à personne. Voilà. Cela dit, d'ailleurs, il a fait une exception notable pour Assurance sur la mort en 1944. Hitchcock a défendu vigoureusement Assurance sur la mort. Mais en gros, oui, effectivement, il ne voulait jamais ni avouer ses dettes, ni avouer ses admirations. Et Hitchcock. Pardon, sauf Buñuel, mais ça, c'était pas dans le cinéma hollywoodien, donc ça ne le menaçait pas, quoi. Et puis, je pense qu'il y avait aussi une sorte dédain d'Hitchcock pour le film noir, en fait, et pour cette veine-là, pour les films de criminels professionnels, de flics, de gangsters, etc. C'est pas son truc du tout, quoi. Alors que Quine, bien sûr, lui admirait Hitchcock et jusqu'à des pastiches ponctuels, on va dire, dans L'inquiétante Dame en noir au début des années 60, quoi. Même si, bon, c'est moins apparent qu'on me l'a dit. Mais voilà, donc je crois que, oui, mais il y avait, leur statut était très différent, quoi. Leur statut, leur notoriété, oui, leur moyen. C'est la Paramount, il tournait pour le studio le plus riche, il avait fait construire un décor qui avait coûté des millions de dollars, enfin, vraiment, leur situation n'était pas comparable, en tout cas, cette année-là. Il venait de signer un contrat énormément, intéressant pour lui. Il avait 7 films pour la Paramount, 7 films pour lui, mais tous produits par la Paramount. Il était le roi du monde, quoi. Bon. C'est bon. Voilà. Bonjour. La copie qu'on vient de voir, elle était parfaite. Mais je suis très content que ça vous plaise. Elle était parfaite. On se croit revenu au bon vieux temps. Et puis aussi, vous n'avez pas dit un mot sur le bal des cinglés. J'ai adoré ce film. C'était pas le sujet, mais très bien. C'est Richard Quinn. Oui. Très bien. J'ai adoré. Revenez tous les soirs ici. Personne n'en a parlé. Voilà. Revenez tous les soirs ici pendant 15 jours. Disons que le lien entre le comique troupier du bal des cinglés, que je trouve assez drôle au demeurant, et ce film-ci était un petit peu difficile à faire, quoi. Voilà. Mais voilà, ça montre aussi la diversité, l'éclectisme de quoi. Quand vous êtes un réalisateur à Hollywood, vous travaillez pour un studio et vous faites ce qu'on vous demande. Hein. Bon, je ne sais pas du tout si Quine a voulu faire ce projet, ou si, à l'origine, ce n'est pas lui qui devait réaliser ce film, c'est Arnold Lavenne, cinéaste beaucoup moins connu, qui avait travaillé un peu avec sa Peckinpah, qui fait de la télévision. Mais c'était pas, à l'origine, le premier nom pressenti pour la réalisation du film, c'était pas Richard Quine. Donc voilà. Je sais plus, bon, on va s'arrêter là, donc si, il y a une réaction, oui, non? Décidez-vous. Voilà. Le micro arrive par là. Bonjour.
tout à l'heure, vous disiez que ce film-là correspond un peu à la fin du film noir, disons classique. Et vous parliez aussi de la dimension réaliste du film. Moi, ce qui m'a frappé, c'est certains plans qui relèvent de l'imagerie, presque du cliché du film noir. Et Fred MacMurray en impair la nuit, qui marche sur des pavés humides. Il est lui-même un cliché ambulant, voilà. on peut dire ça. Il marche dans les flaques d'eau, et ce qui est frappant, c'est qu'il pleut jamais dans le film, mais par contre la chaussée est toujours humide. Et on est à Los Angeles. Voilà, mais même on voit une rue pavée, je suis pas sûr d'avoir vu d'autres pavés dans une rue de Los Angeles au cinéma. Donc je voulais avoir votre avis sur ce qu'on peut considérer maintenant comme de l'imagerie ou des clichés, et comment ça pouvait être perçu à l'époque, comment vous percevez ces plans. Moi, je pense que c'est effectivement déjà référentiel. C'est-à-dire que de même que, si vous voulez, MacMurray, il est pris vraiment comme une sorte de citation de lui-même, si vous voulez, plus exactement, dans un film très précis. Et effectivement, mais dans la version effectivement exténuée, c'est le fantôme de lui-même, en quelque sorte. Et oui, bien sûr, quand on le voit avec sa clope ou avec son impair serré, et oui, qui marche dans cette énorme flaque qui ne sait pas du tout de contourner, contrairement à Pali, je dirais qu'il y a... Je sais pas, c'est pas forcément parodique, je dirais, mais c'est pas... C'est une manière d'aller vite aussi. C'est une manière d'aller vite, c'est-à-dire de dire au spectateur, de lui dire, voilà, on est là. Et donc, comme ça, on peut voir se dérouler ce récit en ayant des repères, en étant, disons, si on est un spectateur de l'époque aussi, qui n'avait pas la même perception que nous. Aujourd'hui, on voit la stylisation, on voit le studio, on voit l'antiréalisme de certains films noirs. À l'époque, le spectateur de l'époque, il n'avait pas notre regard. Donc c'est aussi, c'est compliqué de dire que qu'est-ce qui est du cliché est un cliché, ce qui est reconnu comme un cliché, mais ça n'en est pas un si on ne voit pas que c'en est un. Parce que c'est un peu idiot ce que je dis, mais c'est une forme d'évidence, quoi. En fait, le cliché, c'est ce qui n'est plus, ce qui est un cliché, c'est ce qui n'est pas surprenant. C'est quelque chose c'est une image qu'on a déjà vue. Voilà. Et c'est utile parfois, pour aller vite notamment. Quand vous racontez une histoire, vous mettez une image que le spectateur a déjà vue, ça lui permet d'enregistrer la situation, le contexte, et puis de passer à autre chose. Je pense qu'il y a aussi une dimension presque musicale en fait dans ce type de notation, quoi. C'est comme de reprendre, si vous voulez, une sorte de thème musical familier. Enfin, il y a vraiment, je crois que c'est voilà, une sorte de citation plastique, mais qui est peut-être aussi d'ailleurs une manière de contrebalancer justement ce qu'il y a de neuf et de contemporain dans le film, c'est-à-dire justement des villes où il y a plus de nombre, des vies d'ordures, etc. Enfin, quelque chose qui serait encore des vestiges de mythologie, oui, je dirais, mais au moins de code, de code. Mais il a une petite beauté crépusculaire, le film, c'est la fin du genre. Mais avec de la douceur. Alors qu'au même temps, Aldrich, lui, c'est la violence, il fait tout exploser, quoi. Mais les deux films sont assez représentatifs de la fin d'une période du cinéma hollywoodien, je trouve. Enfin, d'un genre, en tout cas. Il y a monsieur ou monsieur? Bonjour, c'est vraiment un peu n'importe quoi ce que je vais dire. Je suis pas très familier de la langue anglaise, enfin je connais un peu, je parle un peu quoi. Mais vous, Monsieur Chauvin, vous êtes plutôt traducteur, je crois. Mais c'est par rapport au titre, Pushover, oui. Là, vous dites, a priori ça colle pas trop. Moi je me pose un peu des questions par rapport aux films que je vois, me dire quand même des choses qui collent. Mais après, je ne traduis pas forcément pareil, et vous me dites si je dis une grosse bêtise. Pushover, ça peut être le basculement, non? Et pour aller un peu plus loin, ça doit être aussi un verbe, et on pourrait traduire par basculer. Et là, je vais dans mon petit n'importe quoi, dans le côté un peu grossier, vulgaire, limite slang, ça peut être culbute.
Voilà. Donc c'est ma petite parenthèse. Vous me dites, vous me corrigez, il n'y a pas de problème. Non, c'est intéressant. Je pense pas que ça pourrait être, que grammaticalement et dans un titre, ça marcherait. Je crois pas que ça puisse être entendu comme un verbe. Sinon, si c'était vraiment justement une sorte d'impératif avec un point d'exclamation, mais là, ça serait plutôt une sorte d'idée de dégager. Je pense que, pour moi, c'est vraiment, bien sûr, et en plus, c'est en un seul mot. Je dirais, pour moi, l'hypothèse linguistique la plus plausible, c'est que c'est le terme d'argot, mais qui est un substantif, quoi. C'est-à-dire, mais bien sûr, ça n'interdit pas d'entendre d'autres sens, mais notamment justement le basculement qui serait forcé par quelqu'un à ce moment-là. Le pushover, ça veut dire c'est un jeu d'enfant, non? C'est un pushover, c'est un jeu d'enfant. J'ai vu ça. C'est bien possible. Le pushover, se laisser faire, quoi. Le côté, voilà. C'est facile, il n'y a qu'à se laisser faire. Voilà. Mais il y a surtout l'idée, effectivement, de se laisser manipuler. Voilà, c'est. Après qu'il Novak, ça va. Oui, mais sauf que c'est pas le cas, quoi. C'est pas dans ce sens-là que ça marche jamais. C'est le paradoxe. Des réactions, sinon on s'arrête là. Juste un mot pour vous dire que la rétrospective évidemment continue, donc soyez là tous les soirs pendant 15 jours si vous voulez découvrir l'œuvre de Richard Quine. Et mercredi prochain, c'est écrit sur le tableau, 19 juin, 19h, il y aura la projection de Liaison secrète, qui est un autre de ses chefs-d'œuvre, peut-être son chef-d'œuvre, et la projection sera suivie d'une discussion avec Muriel Joudet. Merci à Serge de nous parler. Merci beaucoup.